justement, venons-en à vos livres dont vous parlez. Ces livres, il fallait naturellement leur donner une forme, et il fallait sans doute que cette forme soit singulièrement coriace en face de ce monde de l'absurde qui vous était révélé de façon si éclatante. Je crois qu'une des choses qui, plus tard, vous distinguera des écrivains d'aujourd'hui, c'est le style. Je pense que pour vous, le style est absolument inséparable de toute œuvre, contrairement au concept trop souvent admis aujourd'hui. Oui, je sais que la mode aujourd'hui est de considérer que mal écrire est une condition pour bien penser. C'est un principe qui n'est pas le mien, je le dis sans hésiter. Et je trouve d'ailleurs qu'avant de faire le procès du style, il convient que les écrivains fassent leurs preuves. Ensuite, ils pourront le faire. En tout cas pour moi, puisque vous me demandez mon opinion, je la dirai catégoriquement, en dehors du style et de la composition, il n'y a pour moi que des écrivains secondaires, des polygraphes, des tâcherons qui peuvent être utiles dans leur métier, dans leur recherche, mais qui, en tant qu'artistes, restent au second plan. Je crois que c'est là une déclaration dont il importe tout de même de souligner l'importance, parce qu'on se sert trop souvent de votre nom, comme celui de quelques-uns de vos grands contemporains, pour autoriser l'édition de toute une série d'œuvres que l'on couvre du titre trop facile de témoignage. Alors, puisque vous avez parlé non seulement de l'écriture, mais aussi de la composition, je voudrais vous demander de nous parler de la composition de La Peste. Il est certain que dans La Peste apparaît une succession, et plus exactement une alternance de styles très différents. Est-ce que cela est volontaire chez vous? Oui, je suis plus à l'aise dans ces problèmes que dans les grandes questions que vous me posiez tout à l'heure. J'ai en effet, en ce qui concerne La Peste, travaillé assez profondément la composition de ce livre, d'une part, parce que ce livre demandait une composition, et je vais dire laquelle, et d'autre part, j'ai travaillé aussi à ce que cette composition fût invisible. En ce qui concerne le second point, j'y ai assez bien réussi, car je n'ai vu nulle part signaler ce que je vais vous dire. La peste, pour la résumer grossièrement, est l'histoire d'une épidémie qui s'abat sur une ville où des gens qui vivaient individuellement, de la manière la plus banale et la plus simple, sont peu à peu entraînés dans cette épidémie, dans cette tragédie collective, et finissent par ne faire qu'un amalgame, enfin, sous la domination de la maladie. Et ensuite, la maladie recule, et peu à peu, ces individus reprennent leur activité comme ils peuvent. J'ai immédiatement pensé qu'il fallait avoir en somme deux styles. L'un qui aurait concerné justement les actions individuelles et l'autre au contraire qui aurait concerné la tragédie collective, l'établissement du fléau. Et si vous pouvez vous reporter au livre un jour, vous constaterez que La Peste est composée de 5 parties. La première est écrite dans le style que je dirais individuel. Ce style individuel retrace les aventures des citoyens d'Oran, puisque c'est à Oran que se passe cette épidémie, et les montre évoluant dans leur univers naturel. Dans la deuxième partie, La Peste est déjà arrivée. Elle n'a pas encore fait son travail d'amalgame. Vous trouverez donc dans la deuxième partie les deux styles. Le style individuel plus un style propre à retracer les étapes de la maladie. Dans la troisième partie qui est au sommet du livre, la peste règne sur la ville. Immédiatement, le style individuel disparaît et on ne trouvera que le style collectif dans cette troisième partie. À partir du moment où la peste recule dans la quatrième partie, au contraire, le style individuel commence à faire son apparition et à la fin du livre, c'est lui qui s'imposera puisque la peste est partie. Et vous vous souvenez peut-être que le livre se termine sur l'image d'un homme seul dominant la ville et se livrant à une méditation solitaire. Il y a donc là, dans la composition du livre, un entrelacement extrêmement étroit des deux styles qui me paraissait convenir, aussi bien que je pouvais le faire, à l'intention du livre et à son sujet à proprement parler. Je crois que là, évidemment, vous donnez par l'exemple une preuve de ce que vous venez de dire, touchant l'importance du style. Il y a une véritable orchestration littéraire, puisque nous allons faire entendre au cours de cette émission des extraits de votre théâtre. Je voudrais vous demander aussi comment vous avez été amené
a donné dans l'état de siège un style aussi différent de celui que l'on peut voir dans vos autres pièces? Eh bien, une préoccupation semblable m'a provoqué à ce choix dont vous parlez. Car pour moi, l'état de siège est le premier essai de théâtre populaire, comme on dit maintenant, mais je n'aime pas beaucoup ce mot, mais enfin, de théâtre de grand public. Et je me proposais de montrer en somme un fléau, mais cette fois sous la forme administrative et guerrière, venant brider la vie d'une population extrêmement vivante et noble, comme pouvait être une population espagnole. J'ai donc choisi de m'exprimer en deux langues, enfin d'utiliser deux styles. L'un qui est parlé par le personnel et les fonctionnaires du fléau qui vient dominer la ville, et qui est un style sec, un style administratif. Et l'autre qui est parlé au contraire par le peuple, qui représentait pour moi les forces de la liberté et de la poésie, et qui est au contraire un style extrêmement lyrique. Le lyrisme qu'on trouve dans l'état de siège, c'est un lyrisme qui correspond, selon moi, exactement à ce qu'il s'agit de défendre contre les forces de la dictature et du totalitarisme. Je crois que si on permettait aux auteurs de s'expliquer ainsi de temps en temps, les critiques seraient amenés à écrire parfois moins d'âneries sur certaines pièces de théâtre. Une dernière question, Monsieur Camus, et c'est celle de Camus, homme de vertu. On veut, à la lecture de vos livres, que vous soyez, dans le panorama de la littérature contemporaine, l'homme de vertu. Eh bien, ça prouve qu'on les lit mal, les livres en question. Car il serait facile d'y trouver, au contraire, l'aveu d'une, je ne dirais pas d'une faiblesse, pourquoi ça ne peut pas appeler ça une faiblesse, mais enfin, l'aveu d'une parenté extrêmement fidèle et extrêmement consciente avec ce qui, dans tous les hommes, se trouve aussi éloigné de la vertu que possible. Si une expérience m'est étrangère, c'est certainement celle de la vertu toute pure, et je vous remercie de me donner l'occasion de le dire. Je vous demandais d'avoir la gentillesse de lire quelques pages de votre œuvre. On peut faire une petite pause, mais ça fait combien de temps, ça? 0. L'homme refuse le monde tel qu'il est, et pourtant, il n'accepte pas de lui échapper. En fait, les hommes tiennent au monde, et dans leur immense majorité, ils ne désirent pas le quitter. Loin de vouloir toujours l'oublier, ils souffrent au contraire de ne point le posséder assez, étranges citoyens du monde, exilés dans leur propre patrie. Sauf aux instants fulgurants de la plénitude, toute réalité est pour eux inachevée. Leurs actes leur échappent dans d'autres actes, reviennent les juger sous des visages inattendus, fuient comme l'eau de Tantale vers une embouchure encore ignorée. Connaître l'embouchure, dominer le cours du fleuve, saisir enfin la vie comme destin, voilà leur vraie nostalgie au plus épais de leur patrie. Mais cette vision, qui dans la connaissance au moins les réconcilierait enfin avec eux-mêmes, ne peut apparaître si elle apparaît qu'à ce moment fugitif qu'est la mort, tout s'y achève. Pour être une fois au monde, il faut à jamais ne plus être. Ici naît cette malheureuse envie que tant d'hommes portent à la vie des autres. Apercevant ces existences du dehors, on leur prête une cohérence et une unité qu'elles ne peuvent avoir en vérité, mais qui paraissent évidentes à l'observateur. Ils ne voient que la ligne de fait de ces vies sans prendre conscience du détail qui les ronge. Nous faisons alors de l'art sur ces existences. De façon élémentaire, nous les romançons. Chacun, dans ce sens, cherche à faire de sa vie une œuvre d'art. Nous désirons que l'amour dure, et nous savons qu'il ne dure pas. Si même, par miracle, il devait durer toute une vie, il serait encore inachevé. Peut-être, dans cet insatiable besoin de durer, comprendrions-nous mieux la souffrance terrestre si nous la savions éternelle. Il semble que les grandes âmes, parfois, soient moins épouvantées par la douleur que par le fait qu'elle ne dure pas. À défaut d'un bonheur inlassable, une longue souffrance ferait au moins un destin. Un matin, on reprend en arrière. À défaut d'un bonheur inlassable, une longue souffrance ferait au moins un destin. Mais non, et nos pires tortures cesseront un jour. Un matin,
Après tant de désespoir, une irrépressible envie de vivre nous annoncera que tout est fini et que la souffrance n'a pas plus de sens que le bonheur. Le goût de la possession n'est qu'une autre forme du désir de durer. C'est lui qui fait le délire impuissant de l'amour. Aucun être, même le plus aimé et qui nous le rende le mieux, n'est jamais en notre possession. Sur la terre cruelle où les amants meurent parfois séparés, naissent toujours divisés, la possession totale d'un être, la communion absolue dans le temps entier de la vie est une impossible exigence. Le goût de la possession est à ce point insatiable qu'il peut survivre à l'amour même. Aimer, alors, c'est stériliser l'aimer. La honteuse souffrance de l'amant, désormais solitaire, n'est point tant de ne plus être aimé que de savoir que l'autre peut et doit aimer encore. À la limite, tout homme dévoré par le désir éperdu de durer et de posséder souhaite aux êtres qu'il a aimés la stérilité ou la mort. Ceci est la vraie révolte. Ceux qui n'ont pas exigé, un jour au moins, la virginité absolue des êtres et du monde, tremblaient de nostalgie et d'impuissance devant son impossibilité, ceux qui, alors, sans cesse renvoyés à leur nostalgie d'absolu, ne se sont pas détruits à essayer d'aimer à mi-hauteur, ceux-là ne peuvent comprendre la réalité de la révolte et sa fureur de destruction. Mais les êtres s'échappent toujours, et nous leur échappons aussi. Ils sont sans contour ferme. La vie, de ce point de vue, est sans style. Elle n'est qu'un mouvement qui court après sa forme sans la trouver jamais. L'homme, ainsi déchiré, cherche en vain cette forme qui lui donnerait les limites entre lesquelles il serait roi, qu'une seule chose vivante est sa forme en ce monde, et il sera réconcilié. Il y a donc pour l'homme une action et une pensée possible au niveau moyen qui est le sien. Toute entreprise plus ambitieuse se révèle contradictoire. L'absolu ne s'atteint, ni surtout ne se crée à travers l'histoire. La politique n'est pas la religion, ou alors elle est inquisition. Comment la société définirait-elle un absolu? Chacun peut-être cherche pour tous cet absolu. Mais la société et la politique ont seulement la charge de régler les affaires de tous, pour que chacun ait le loisir et la liberté de cette commune recherche. L'histoire ne peut plus être dressée alors en objet de culte, elle n'est qu'une occasion qu'il s'agit de rendre féconde par une révolte vigilante. L'obsession de la moisson et l'indifférence à l'histoire, écrit admirablement René Char, sont les deux extrémités de mon arc. Si le temps de l'histoire, en effet, n'est pas fait du temps de la moisson, l'histoire n'est qu'une ombre fugace et cruelle où l'homme n'a plus sa part. Qui se donne à cette histoire ne se donne à rien, et à son tour n'est rien. Mais qui se donne au temps de sa vie, à la maison qu'il défend, à la dignité des vivants, celui-là se donne à la terre et en reçoit la moisson qui ensemence et nourrit à nouveau. Pour finir, ceux-là font avancer l'histoire qui savent, au moment voulu, se révolter contre elle aussi. Cela suppose une interminable tension et la sérénité crispée dont parle le même poète, mais la vraie vie est présente au cœur de ce déchirement. Elle est ce déchirement lui-même, l'esprit qui plane sur des volcans de lumière, la folie de l'équité, l'intransigeance exténuante de la mesure. Ce qui retentit pour nous, aux confins de cette longue aventure révoltée, ce ne sont pas des formules d'optimisme dont nous n'avons que faire dans l'extrémité de notre malheur, mais des paroles de courage et d'intelligence qui, près de la mer, sont même vertus. Aucune sagesse aujourd'hui ne peut prétendre à donner plus. La révolte bute inlassablement contre le mal, à partir duquel il ne lui reste qu'à prendre un nouvel élan. L'homme peut maîtriser en lui tout ce qui doit l'être. Il doit réparer dans la création tout ce qui peut l'être. Après quoi, les enfants mourront toujours injustement, même dans la société parfaite. Dans son plus grand effort, l'homme ne peut que se proposer de diminuer arithmétiquement la douleur du monde. Mais l'injustice et la souffrance demeureront, et si limitées soient-elles, elles ne cesseront pas d'être le scandale. Le pourquoi de Dmitri Karamazov continuera de retentir, l'art et la révolte ne mourront
qu'avec le dernier homme.